Bonjour, chers concitoyens. Je souhaiterais aujourd'hui vous parler de ma réponse à certaines interprétations des phénomènes géopolitiques actuels et notamment de la guerre en Ukraine qui sont délivrées par Jacques Beau, d'une part, le colonel Jacques Beau, et par ailleurs aussi par Monsieur Ferreira, qui intervient quelquefois sur Toxin, par exemple. Et bon, je considère que ces deux personnalités sont intéressantes parce qu'elles produisent des analyses totalement à contre-courant des médias dominants, ne serait-ce que sur l'Ukraine ou sur la Palestine. Donc tout cela est très bon à prendre et merci à eux. Mais par ailleurs, si j'interviens, c'est évidemment que j'ai des divergences avec leur manière de voir les choses. Je pense que d'une part, le colonel Jacques Beau insiste trop sur la question de ce qu'il appelle le narratif et il dit en somme que maintenant la guerre que mènent les euro-atlantistes contre la Russie, par Ukraine interposée, est une guerre du narratif. Alors le narratif, je vais le montrer, intervient bien sûr là-dedans, mais il n'est pas cause, c'est un outil, c'est une arme. Et il serait naïf finalement et idéaliste au sens philosophique du terme de considérer que c'est le narratif qui peut nous entraîner tout simplement vers une troisième guerre mondiale. Il y a évidemment des causes plus profondes, bien plus profondes que lui, hélas. Et il faut savoir traiter ces causes. Et d'autre part, eh bien, M. Ferreira, lui, intervient peut-être sur une base un peu rassuriste, je trouve. C'est-à-dire que, au fond, il nous explique que la bataille d'Armageddon, c'est-à-dire la destruction universelle, l'apocalypse, quoi, n'aura pas lieu, et d'ailleurs, dit-il dans une interview récente à Toxin, elle n'a pas eu lieu en 1984, lors de la crise des euromissiles, alors qu'on attendait la même chose. Ce qui semble être pour lui un élément de sécurisation des esprits. Et je pense qu'effectivement, il se méprend sur 1984. Dans les deux cas, ce qui est négligé, c'est, je pense, le caractère exterministe du capitalisme contemporain. Un système qui est arrivé à bout de souffle et qui n'a plus de ligne rouge dans sa défense, alors qu'il est en quelque sorte acculé par les progrès technologiques, par l'incapacité fondamentale qu'il a à régler les problèmes humains, et qu'il est par ailleurs aussi contesté dans sa variante hégémoniste, celle de l'impérialisme euro-atlantique, qui domine la planète de plus en plus difficilement, qui se trouve acculé à des difficultés de plus en plus graves, et qui, par conséquent, eh bien, est amené de plus en plus à franchir lui-même toutes ces lignes rouges, à ne plus avoir de lignes rouges du tout, et c'est cela que, on va le voir, je nomme l'exterminisme capitaliste. Et donc, il y a des clients bien plus sérieux à combattre qu'un narratif en la matière, le narratif n'étant qu'un élément de leur arsenal idéologique. Alors je répondrai d'abord à Monsieur Jacques Beau, effectivement. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, il n'y a pas que le narratif qui est en cause dans cette affaire, il y a effectivement quelque chose de beaucoup plus grave, et notamment du côté européen, qui est la marche à l'État fédéral européen. Les dirigeants européens, Merz, Macron, et pour une part Starmer qui revient de plus en plus dans le jeu, qui se tourne de plus en plus vers l'Europe et qui fait comme si le peuple anglais, le peuple britannique, pardon, n'avait pas voté le Brexit. Et donc, bon, voilà, derrière ces trois personnes, il y a la mise en place de l'armée européenne, il y a la mise en place de l'État fédéral européen, c'est-à-dire d'une Europe puissance, c'est-à-dire de la possibilité pour les Européens qui se sont largués par les Américains et qui sont les rivaux des Russes, des Chinois, etc., de redevenir une puissance mondiale. Or, pour construire un État fédéral européen, c'est-à-dire en clair un empire, c'est un agrégat de nations disparates dans lequel il y a un hégémone, cet hégémone qui sera nécessairement l'Allemagne étant donné sa puissance économique, et le fait que dans 4 ou 5 ans, si les plans de Merz sont réalisés, elle sera la première puissance militaire de l'Europe devant la France. Et donc, pour construire ça, on a besoin de la guerre. On a besoin d'une guerre contre la Russie. C'est ce que j'appellerais en quelque sorte le modèle bismarckien.
Bismarck, on le sait, a construit le Second Reich allemand en 1871, premièrement en battant l'Autriche, hein, ça il l'avait fait quelques années plus tôt à la bataille de Sadova, et surtout ensuite en battant la France. Et un empire, ça se construit comme ça se construit sur de la guerre, sur un ennemi extérieur. Alors l'Europe, en fait, en a deux, un ennemi extérieur qui est la Russie, et derrière la Russie, la Chine. La dirigeante de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, l'a déclaré, si nous ne sommes même pas capables de battre la Russie, comment battons-nous la Chine? Donc ces gens-là sont clairement déterminés, ils savent quel est leur ennemi, et depuis des années, ils proclament, et ça c'est pas du narratif, qu'on va vers un conflit global de haute intensité. Je cite, hein, ouvrez les guillemets, conflit global de haute intensité, c'est aussi l'expression qu'utilise le chef d'état-major des armées françaises, Thierry Burkhardt, je crois. Bon, eh bien, effectivement, c'est comme ça que ces gens-là se construisent. Alors, l'ennemi intérieur, c'est au choix, ça change selon les moments, tantôt le mouvement ouvrier, hein, qu'il s'agit de battre en lui arrachant tous ses acquis sociaux les uns après les autres. Ça, c'est la dimension de classe intérieure de l'Union européenne. Et bien sûr aussi les musulmans, entre guillemets, hein, qu'il s'agit de traiter comme s'ils étaient des éléments séparatistes à l'intérieur de la belle et grande Europe blanche, en marche vers sa reconstitution en tant qu'empire carolingien. Macron lui-même, d'ailleurs, je l'ai dit et je le répète, alors qu'il est grillé en France, qu'il n'a plus de crédibilité à l'intérieur du pays, que la masse des gens lui ont reproché son traitement des retraites et l'utilisation à gogo du 49.3, qui s'est pris dans la figure le vote des élections législatives, qui auparavant avait déjà été lessivé lors des européennes. Eh bien Macron, effectivement, si vous voulez, cherche à rebondir en devenant, tout le monde le sait, si possible, le premier président de l'État fédéral européen, ou à défaut, le futur président, quand il ne sera plus président de la France, eh bien, de la Commission européenne. Tous ces gens-là sont en mal d'empire. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je crois que le colonel Jacques Beau est, comme moi d'ailleurs, un admirateur de Clausewitz, un des plus grands théoriciens de la guerre qui fut jamais, théoricien de la guerre qui était admiré par Friedrich Engels et par Lénine, et dont la phrase la plus connue est celle qui dit que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, par les moyens de la violence armée. Eh bien, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas ici simplement un narratif. S'il n'y avait que ça serait facile. Il suffirait de faire comme le fait Jacques Beau, très bien d'ailleurs, de montrer la fausseté de ce narratif. Mais ça, c'est de l'idéalisme. C'est de croire que quand on a montré que quelque chose est faux, eh bien, cela va disparaître des esprits. L'illusion est bien plus forte que ça. On a beau expliquer à des tas de gens que la Terre est ronde, ils continuent à croire qu'elle est plate. On a beau leur expliquer que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, ils le voient toujours tourner autour de la Terre. La force de l'illusion est celle-là. Parce que derrière, il y a des réalités matérielles. Et que ces réalités matérielles, en l'occurrence, pour ce qui concerne l'Europe, c'est sa marche à l'État fédéral européen. Et cela en dépit, alors vous me direz, pourquoi est-ce qu'ils ne construisent pas tranquillement un État européen bénin, gentil, sympathique, etc., comme ils l'avaient promis avec le traité de Maastricht, déjà de façon latente, en 1992. Mais tout simplement parce que les peuples n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas de cet empire européen. Il n'y a qu'à voir le vote récent des Polonais, il n'y a qu'à voir le vote récent des Roumains, qui a été quelque peu trafiqué, comme chacun le sait. Il n'y a qu'à voir la façon dont le référendum français sur la Constitution européenne a été violé par Sarkozy et Hollande en 2008, ou en 2009 peut-être. Le vote, lui, datait de 2005. Hein. En fait, les peuples, chaque fois qu'on leur demande leur avis sur la construction européenne, disent non. Et pour cause, puisque cette construction européenne a été entièrement tournée contre eux, qu'elle est une accumulation de réformes néolibérales derrière l'euro, la monnaie unique, qui n'est pas cette gentille monnaie qui permet de circuler d'un pays à l'autre de l'Europe, mais qui est surtout un dispositif autour de la BCE, autour des 3% de déficit, avec une volonté délibérée d'écraser systématiquement le coût du travail dans toute l'Europe. C'est une construction, en un mot, capitaliste. Et là-dessus, eh bien, bon, Jacques Beau, avec toute la sympathie que je porte à ses interviews, et à son courage aussi personnel, n'est pas armé, parce que il polémique sans cesse contre le marxisme que malheureusement il ne connaît pas. L'analyse marxiste, c'est pas ce qu'il croit. Et effectivement, donc l'analyse marxiste, elle permet de voir ce qu'il y a derrière
la construction européenne, et de comprendre à partir de là que la marche à la guerre contre la Russie est bel et bien le prolongement d'une politique, la continuation d'une politique par d'autres moyens, comme disait Clausewitz. Voilà, c'est QFD, si l'on peut dire. Ça, c'est sur le premier point. Concernant M. Ferreira, eh bien, sur Tocsin, il a déclaré récemment que, bon, voilà, il y avait en fait une victoire russe sur le terrain, que les Européens n'avaient pas grand-chose dans leur besace, que les Américains n'étaient pas prêts à aller à la guerre mondiale pour cela, et là-dessus, je partage les choses en première instance. Mais il faut aller plus loin, parce qu'ensuite, il dit, la bataille d'Armageddon, autrement dit, ce qui dans la Bible signale en fait la fin du monde, la fin du monde et le jugement dernier. La bataille d'Armageddon n'aura pas lieu. La preuve, c'est qu'elle n'a pas eu lieu en 1984, lors de la crise des euromissiles, quand les Américains ont tenté d'implanter et ont implanté leurs fusées Pershing en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie. Bon, eh bien, c'est une erreur d'analyse. En 1984, on allait déjà bel et bien vers la Troisième Guerre mondiale. Déjà à l'époque, Reagan prophétisait à toute occasion la destruction atomique de l'URSS. Il était déjà en place ce qu'essaie de refaire Trump en ce moment, de mettre en place une sorte de bouclier un bouclier spatial autour des États-Unis qui lui eussent permis d'attaquer l'URSS en étant à l'abri des représailles soviétiques. Et c'est exactement ce que fait actuellement Donald Trump. En réalité, il ne s'agit pas de bouclier. Il s'agit tout bonnement, effectivement, oui, du bouclier, certes, mais le bouclier, dialectiquement, c'est une arme d'attaque. Quand vous avez un bouclier assez fort pour attaquer l'adversaire sans qu'il puisse vous contre-attaquer, en quelque sorte. Donc, si en 84, elle n'a pas eu lieu, la guerre mondiale, ce n'est pas parce que, comme on le disait sottement à l'époque, Clausewitz est dépassé, à l'époque des bombes nucléaires, il ne peut pas y avoir de guerre parce que la guerre d'extermination anéantirait les deux partenaires, les deux adversaires, donc la guerre est impossible, elle ne peut plus être la continuation d'une politique, c'est ce qu'on rabâchait à l'époque, et ce que malheureusement a cru non seulement le Parti communiste français à l'époque, Pierre Juquin répétait ce genre de sottise, mais également, sous des formes un peu différentes, Gromyko, par exemple, qui était le ministre des Affaires étrangères de Brejnev et qui lui aussi disait à notre époque, la guerre ne fonctionne plus parce qu'elle conduirait à l'anéantissement. Eh bien, il n'en a rien été. Les États-Unis, eux, ils ont marché bel et bien à la guerre coûte que coûte. Plutôt mort que rouge, disaient à l'époque les réactionnaires allemands, libre, tot als rot, n'est-ce pas? C'est ce qu'on disait à l'époque en 1984, et contre quoi d'ailleurs se dressaient les Verts de cette époque qui n'étaient pas des bellicistes, et qui au contraire combattaient les Pershing, et qui répondaient plutôt rouge que mort, lieber rot als tot, n'est-ce pas? C'est cela l'exterminisme. Alors je vais y revenir plus en détail, mais surtout si en 1984, 85 effectivement, la guerre n'a pas eu lieu, c'est aussi parce que l'Union soviétique a capitulé, tout bonnement, et que Gorbatchev a déposé non seulement les armes militaires, mais les armes idéologiques, mais les armes politiques tout court, et que sa perestroïka n'a rien été d'autre qu'une destruction du camp socialiste, de la RDA, et pour finir de l'Union soviétique avec son vieux complice et rival, Boris Eltsine. Bon, évidemment, s'il y a capitulation, il n'y a pas guerre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu guerre. Ça veut dire que les préparatifs de guerre ont été suffisants pour que l'adversaire rende les armes sans même se battre. C'est ce qu'on appelle une capitulation en race campagne. Et c'est cela qui est attaché pour sa honte éternelle au nom de Mikhaïl Gorbatchev, qu'on tente encenser un certain nombre de gens de gauche et même de prétendus communistes en France. Donc ici, soyons bien clairs sur tous ces sujets. Il y a bien eu une efficacité de la politique exterministe des États-Unis qui, à l'époque, disait, sous des formes diverses, plutôt mort que rouge. Et qui, effectivement, prophétisait, avec Reagan, il l'a dit 11 fois ou 12 fois en public, la bataille d'Armageddon, de son vivant. Bon. Pourquoi? Alors ça, on va y revenir plus à fond. Mais qu'en tout cas, on soupçonne au moins déjà deux choses. Premièrement, que une politique exterministe peut avoir une signification politique extrêmement forte, à savoir ici la destruction de l'Union soviétique et du camp socialiste, excusez du peu, ça a marché, ça a fonctionné,
Parce que tout simplement, eh bien, les Russes, les Soviétiques plutôt, ne voulaient pas de la guerre. Le peuple soviétique qui avait payé 27 millions de morts, la victoire contre Hitler ne voulait à aucun prix de la guerre. Et Gorbatchev est monté là-dessus au sein du bureau politique. Il est monté contre les durs qui voulaient continuer la confrontation avec les États-Unis, notamment Andropov qui allait dans ce sens, qui est mort, qui donc a laissé le terrain ensuite à Gorbatchev, que malheureusement il avait lui-même intronisé dans le bureau politique qui a fini par flancher, en quelque sorte, qui a fini par flancher avec la politique de désarmement unilatéral, j'emploie les mots qu'utilisait Gorbatchev lui-même, en 1985-86. 84, c'est l'implantation des euromissiles en Europe. Dès 85-86, c'est la poussée de Gorbatchev et sa victoire au sein du bureau politique. Il y a continuité entre tout ça. Tant qu'on n'a pas compris la continuité qu'il y a entre la politique exterministe du camp occidental et la contre-révolution, car c'est une contre-révolution qui est intervenue à l'URSS et non pas un changement démocratique, et l'éclatement de l'URSS et ainsi de suite, eh bien on ne comprend pas le fond même, le sens même de la politique moderne, de la géopolitique moderne. Et notamment, on ne saisit pas que l'Union soviétique était un rempart de la paix et non pas un fauteur de guerre. Et qu'au contraire, eh bien, la politique de Gorbatchev, qui a consisté à capituler, n'a pas évidemment désarmé l'impérialisme. L'impérialisme n'a pas changé de nature sous prétexte que le socialisme a disparu. Bien au contraire, l'impérialisme est devenu encore plus agressif, encore plus gourmand. Et ça a été la suite de guerre ensuite qu'on a vu avec l'Irak, l'Afghanistan et ainsi de suite, jusqu'à nos jours, avec l'unilatéralisme américain, qui donc est un requin à la tête du monde. Voilà la réalité. Effectivement, l'Europe étant effectivement dans la mouvance de ce point de vue des États-Unis. L'Europe capitaliste, faut-il le dire. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une erreur gravissime que de continuer à considérer que, en fait, en gros, l'Union soviétique a disparu, bon, ça fait un danger de moins pour la paix, hein, et deuxièmement, que l'Union européenne, que critique M. Ferreira, est en fait, en quelque sorte, une union soviétique bis, une UE-RSS, comme on dit aujourd'hui, à contresens. À contresens. On fait un jeu de mots, mais un jeu de mots stupide du point de vue du signifié. Car au contraire, l'Union européenne, c'est ce qui s'est mis en place avec le traité de Maastricht dès 92, par tout simplement la destruction de l'Union soviétique, la destruction de la RDA et l'absorption des pays socialistes de l'Est au sein de l'Union européenne, avec ce qui caractérise l'UE, c'est-à-dire constitutivement et depuis 1992, son extension progressive vers l'Est, absorption des pays socialistes, absorption des États baltes qui faisaient partie de l'Union soviétique, tentative d'étendre l'OTAN tantôt à la Géorgie, tantôt à l'Ukraine, comme en ce moment, tentative de révolution orange en Biélorussie, etc. Tout ça, c'est l'impérialisme euro-atlantique en marche vers l'Est, qui correspond tout simplement à ce qui s'est produit avec l'éclatement de l'Union soviétique. Donc, contresens global, ici. Alors, je voudrais maintenant, et donc Gorbatchev, quand je dis qu'il a sauvé la paix en 84, vous comprendrez bien que je mets sauver la paix entre guillemets, parce qu'en réalité, il a aggravé tous les problèmes, et la vraie ligne à cette époque-là était défendue par Fidel Castro, qui, dans sa petite Cuba fière et courageuse, lui disait le socialisme ou la mort, hein, et qui a tenu jusqu'à nos jours dans des conditions extraordinairement acrobatiques, certes, avec des difficultés croissantes à cause des blocus américains renforcés par Trump, ce faux ami de la paix, hein, cet étrangleur de peuple, en réalité. Bon, à l'époque, eh bien, ceux qui ont tenu bon sont toujours là, alors que ceux qui ont capitulé ont disparu. Je parle de l'Union soviétique et du camp socialiste pour l'essentiel. Et quant à ceux qui n'ont pas voulu capituler, comme Erich Honecker en RDA, eh bien, on les a traînés en prison et ils y seraient morts s'ils n'étaient pas morts auparavant pour ce qui est de Honecker, d'un cancer du foie. Alors, effectivement, maintenant, j'en reviens sur le fond. C'est-à-dire sur la question de l'exterminisme. Ce qui manque fondamentalement dans toutes ces analyses, hélas, rassuristes à bon compte, moi j'aimerais bien pouvoir rassurer, mais pas rassurer à bon compte, rassurer sur la base de faits et d'éléments réels. Et donc ne pas croire que si on inverse le narratif, si on le combat suffisamment, eh bien l'Europe va comprendre d'un seul coup qu'elle s'était trompée, que donc on aura la paix. C'est pas si simple que ça. Hélas, 3 fois.
Alors donc, effectivement, il faut comprendre cette nature de l'exterminisme. Cette nature de l'exterminisme, Marx l'avait déjà entrevue dans le Capital, quand il disait que le capitalisme ne produit la richesse qu'en épuisant ses deux sources, la terre et le travailleur. Le capitalisme est lancé dans une course folle au profit qui étrangle les classes ouvrières du monde entier, les paysans aussi, et qui détruit la terre, notamment l'environnement. Donc la première des dimensions, c'est structurel, c'est que le capitalisme poussé jusqu'au bout, si on le laisse à sa propre logique, détruira l'humanité. Ça, Marx l'avait déjà entrevu quand il disait que le capitalisme, s'il était maintenu, ne laisserait à l'humanité que le choix entre une faim pleine d'effroi ou un effroi sans fin. La formule est on ne peut plus claire. Lénine avait vu plus tard, en 1915 en particulier, lorsqu'il écrivait son essai sur l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, que ce système était construit pour l'extermination. Le trust construit pour l'extermination. Jaurès disait à peu près la même chose en 1913, en 1914, avant d'être, comme on le sait, abattu à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc l'exterminisme, c'est quelque chose qui pointe son nez dès le début, en gros, on peut le dire, du XXe siècle. Ça veut dire quoi l'exterminisme? Ça veut pas dire qu'ils ont envie de faire sauter la terre pour le plaisir, qu'ils sont tous fous, etc. Ça veut dire que, d'une part, le capitalisme, dans sa propre logique, mène objectivement à l'extermination de l'humanité, que les capitalistes en soient conscients ou pas, qu'ils le veuillent ou non. Et ça veut dire, deuxième chose, que les capitalistes, eh bien, il faut les redouter quand ils sont prêts de perdre totalement la domination sur le monde. Et que là, ils sont prêts à engager tous les bras de fer possibles et imaginables, car pour eux, la perte de leur domination, de leur hégémonie, et c'est encore plus vrai de l'hégémonisme euro-atlantique, c'est pire que la mort, c'est l'enfer, en quelque sorte. C'est l'enfer. Donc, plutôt mort que rouge. L'enfer, c'est le communisme, hein, bien sûr. L'enfer, plus largement, c'est tout ce qu'ils assimilent au communisme. À tort, d'ailleurs, à savoir, par exemple, une planète dans laquelle il n'y aurait plus la puissance unilatérale des États-Unis et de l'Europe. Une planète où les peuples pourraient partager les mêmes prérogatives, seraient en quelque sorte traités à égalité. Ça, c'est l'enfer, en quelque sorte. Et effectivement, d'ailleurs, dans une telle configuration, celle du multilatéralisme, il y aurait beaucoup plus d'espace pour que les peuples puissent passer au socialisme, puisqu'il n'y aurait plus la menace permanente de l'intervention américaine qui viendrait leur briser les reins si c'était le cas. L'intervention euro-atlantique de la guerre mondiale. Donc, en fait, en gros, ils savent bien qu'ils n'ont d'alternative réelle, au fond, que la guerre mondiale ou la révolution mondiale. Et pour eux, qu'est-ce qui est le pire? Donc, il faut bien réfléchir du point de vue de leur classe. Du point de vue de l'humanité, évidemment, l'extermination n'a aucun sens. Elle est l'absurde, le non-sens au carré, si l'on peut dire. Mais du point de vue du maintien de la domination capitaliste, de l'hégémonie capitaliste, eh bien, les choses sont différentes. Là, ça peut avoir une signification de, de continuation de la politique par d'autres voies. D'ailleurs, à vrai dire, il suffit ici de se rappeler que l'un des grands théoriciens de l'exterminisme, car il y en a eu un pour notre plus grande honte et il était français, c'était André Glucksmann, le papa de l'actuel Raphaël Glucksmann, non moins belliciste que son père d'ailleurs et non moins russophobe. Glucksmann, en 84, écrivait dans un livre intitulé La force du vertige qu'il préférait succomber, je cite, dans un échange de Pershing et de SS-20, plutôt que de voir son fils qu'il aime, c'est-à-dire le petit Raphaël, entraîné vers quelque Sibérie planétaire. C'est monstrueux d'écrire des trucs pareils, soit dit en passant. Ça montre bien que, bon, voilà, moi, je n'aime pas mes enfants en disant que je suis prêt à les voir mourir dans une escalade nucléaire, pourvu que mes idées communistes triomphent. Pas du tout. Je pense que c'est presque, que l'humanité et l'humanisme, c'est au contraire de préserver l'humanité vivante. On aime l'humanité et on aime ses enfants vivants. Pensez au jugement de Salomon dans la Bible. La vraie mère, c'est pas celle qui dit tuer l'enfant, coupez-le en deux pour que j'en ai un bout. Autrement dit, la mère possédante, en quelque sorte. Mais c'est au contraire celle qui, bien qu'ayant accouché réellement de l'enfant, dit qu'il vive, avant tout qu'il vive, donnez-le à l'autre, et c'est comme ça que Salomon le donne d'ailleurs à celle-là en reconnaissant que c'est la vraie mère. Donc, ayons tout cela en tête, en réalité. Et comprenons que, du coup, eh bien, oui, l'exterminisme, c'est le stade suprême de l'impérialisme capitaliste actuel. Et que ces gens sont des gens sans ligne rouge. Macron ne cesse de le dire. Il n'y a plus de ligne rouge. Il n'y a plus
de limites arrêtées dès le départ. Et par exemple, donc, c'est les chars, c'est les drones produits par Renault en Ukraine qu'on nous annonce. C'est le retour de l'armée allemande, pourquoi pas le jour venu, en Ukraine. Ça rappellera notamment certains souvenirs. Le plan Barbarossa, pour ne pas le nommer, en quelque sorte, qui a échoué d'ailleurs, comme chacun sait. Et ainsi de suite. Bon, alors c'est fou, eh ben oui, c'est fou. Mais l'irrationalité, je le répète et je le redis, dialectiquement parlant, l'irrationalité capitaliste a ses raisons que le marxisme comprend très bien. C'est un déficit d'analyse marxiste que de ne pas voir ça, effectivement. Alors, à partir de là, on pourrait me dire, mais bon, alors c'est désespérant, il n'y a plus rien à faire. Ben non, c'est le contraire qui est vrai. C'est si on croit qu'il y a une affaire simplement de narratif à rectifier, on rectifie les faits, puis la guerre s'arrête, en quelque sorte, parce que tout le monde a compris que c'était une bêtise, que l'on est naïf, et qu'on n'empêchera rien du tout. Parce que là, c'est ce que j'appellerais de l'optimisme de l'intelligence, nourrissant le pessimisme de la volonté. Au fond, il n'y a pas grand-chose à faire, il suffit de rectifier des idées fausses. Hein, bon, ben voilà, ça c'est de l'optimisme de l'intelligence, et ça mène à un pessimisme de la volonté, c'est-à-dire à un manque, tout simplement, de réalisme. Moi, je dis au contraire qu'il faut créer un front anti-impérialiste et anti-exterministe mondial. C'est ce que disait déjà et ce que proposait déjà Yuri Andropov, avant, hélas, de mourir trop vite, sans doute, du point de vue de son point de vue et du point de vue de l'histoire. Et je dis aussi que, donc, du coup, il faut prendre conscience de la nature de classe de la lutte contre l'exterminisme actuel, et donc ne pas dire ah, quelle chance l'URSS a disparu, ne pas dire ah, le marxisme est un obstacle épistémologique pour comprendre ce qui se passe. C'est l'inverse, ce sont de graves contresens. Il faut prendre les choses à l'envers. Et il faut se souvenir que le capitalisme, comme le disait Jaurès, eh bien, le capitalisme, portant eu la guerre comme la nuée, porte l'orage, selon la formule classique de Jaurès. Donc, à partir de là, eh bien, il faut aussi une politique révolutionnaire. Et notamment, il faut s'appuyer sur les classes populaires, sur les grèves qui montent dans le monde entier, sur le mouvement ouvrier qui renaît en France, et notamment un fait très important, c'est que tout récemment, les dockers de Fos-sur-Mer ont bloqué le départ des armes pour Gaza, Gaza étant elle aussi un de ces points chauds du front capitaliste et impérialiste et exterministe mondial, on ne le voit que trop, qui d'ailleurs se traduit là-bas par un génocide, tout simplement, qui est en train de se cristalliser autour de la Baltique jusqu'à la péninsule coréenne. Il faut ici, bien sûr, mobiliser la classe ouvrière. Ce sont les classes ouvrières ici qui peuvent le plus faire quelque chose contre la guerre. Pas seulement les discours, les démonstrations et ainsi de suite, mais tout simplement la lutte de classe. Je combats l'exterminisme, eh bien, je nourris le combat de classe. Donc ici, vous voyez qu'il y a une divergence sur la méthode par rapport à ce que nous voulons obtenir, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de troisième guerre mondiale et que l'humanité ne soit pas anéantie. Donc il nous faut, je résume, une politique révolutionnaire. Il nous faut un front anti-exterministe mondial, car il faut réunir tous ceux, d'une manière ou d'une autre, qui rejettent cette guerre mondiale. La classe ouvrière doit être la force dirigeante, mais elle doit ici s'unir très largement à toutes sortes de couches. Il faut bien sûr soutenir les BRICS, c'est-à-dire le mouvement contre-hégémonique qui se dessine à l'échelle mondiale, et centralement autour de la Chine populaire. Et il faut aussi, et surtout, je termine là-dessus, en finir avec un certain antisoviétisme de confort, comme dit Annie Lacroix-Ries, c'est-à-dire l'idée que, bon, allez, on se moque de l'Union soviétique et tout passe parce que c'est à la mode. Ben non, quand on continue à fabriquer de l'antisoviétisme de confort, on ne comprend pas la marche à la guerre nucléaire. L'URSS, avec ses défauts, était un rempart à la guerre nucléaire. Et sa destruction est au contraire un accélérateur. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est de plus en plus combattre le capitalisme. Comme disait Fidel Castro, bien comprendre le sens de la formule « le socialisme ou la mort », c'est la lutte contre l'exterminisme. Je vous remercie de votre attention.